Ok, bonjour tout le monde. Alors, je sais pas si ça s'est lancé. On va attendre quelques secondes et je vais essayer de me mettre sur mon téléphone en même temps pour voir le direct. Hop là. Ok, si c'est bon, si c'est en ligne, si vous me voyez, si vous m'entendez, eh bien, mettez des petits messages sous la vidéo. Ça me permettra de savoir si ça fonctionne. Je suis un peu en avance, donc on va attendre quelques minutes avant de démarrer. Donc si vous m'entendez, comme d'habitude, vous mettez des petits commentaires et comme ça je les verrai apparaître pour savoir que vous m'entendez correctement. Et je suis en train de me rendre compte que j'avais tout bien mis pour que vous voyez le tableau, mais qu'en fait vous en voyez qu'une seule partie, donc c'est pas grave. Bonjour Valérie. Bon, c'est bien, je vois qu'il y a des élèves au dodo qui sont au rendez-vous. Bonjour Laurent, super. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que l'horaire de 14h15 n'était pas forcément idéal. Et en même temps, je galère un petit peu à trouver une horaire qui soit idéale pour tout le monde. Alors écoutez, si vous avez de meilleures idées d'une horaire qui soit plus adaptée pour tout le monde, eh bien je suis ouvert aux suggestions. Et sinon, de toute façon, je donnerai la vidéo comme d'habitude. On la mettra sur YouTube un petit peu après, quoi. Bonjour Olivier, super. Bon, bah, c'est bien, je vois qu'il y a les élèves au dodo sont présents et en force aujourd'hui, c'est bien. Euh, on va attendre quelques secondes, hein. C'est ce que je disais au tout début. Bonjour Gabriel, ok pour vous? Bon, super. Alors je sais, est-ce que vous voyez tout le tableau Velleda? Parce que moi je me vois, mais je vois qu'une seule partie. Je suis pas sûr de voir exactement la même chose que vous. Alors j'avais mis le tir sur le tableau Velleda, mais je suis pas du tout sûr que vous le voyez en fait au complet. Si vous le voyez au complet, dites-le moi, sinon je saurai pour la prochaine fois qu'il faut que je fasse un meilleur cadrage. Bonjour Sophie, j'ai bien reçu votre mail Sophie, donc félicitations pour la GFIS, c'est super. Eh bien, quand vous aurez fini comme ça toute la formation, on fera le dossier ensemble pour que vous puissiez vous faire rembourser par la GFIS, donc votre OPCO. Bonjour Constance. Pas de souci Constance, oui, il y aura un replay comme d'habitude. Je me débrouille toujours pour trouver un moyen de vous envoyer un replay. Bah oui, c'est ça, vous voyez juste le bas à gauche. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. C'est pas très grave. La prochaine fois, j'essaierai de faire un meilleur cadrage. Ce qui est bizarre, c'est que quand je prépare le live, ça me montre ce que je devrais voir et c'est pas le même cadrage que une fois qu'on y est. C'est pas très grave. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver l'endroit où je peux partager mon écran avec vous et on va lancer la présentation. Alors, est-ce que je peux le faire? Ah, ça, c'est toute la question. Euh, Alors, donnez-moi quelques secondes, hein. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de vous partager mon écran et je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Si je peux pas le faire, c'est pas grave. Je vous parlerai simplement, vous n'auriez plus qu'à m'écouter, désolé. Mais je croyais qu'on pouvait le faire. Alors, hop, configuration, démarrer le partage. Bien non, a priori, je ne peux pas. Bon, et ben c'est pas grave. Et ben on va rester comme ça. J'avais fait une présentation pour vous tous, mais elle n'est pas visible. Donc je vais essayer de structurer ça d'une manière intelligente pour que vous puissiez suivre convenablement mes propos. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de l'industrie du tourisme de manière générale, liée à cette espèce d'épidémie cette épidémie qui nous est arrivée, qui est le Covid, et de voir quelles sont les choses qu'on va pouvoir mettre en place, quels sont les impacts de ce que ça pourrait être dans le futur. Alors la première chose que je veux vous dire, c'est que je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas la vérité et je n'ai pas la vérité infuse. Et donc, ce que je vais exposer aujourd'hui, c'est un avis éclairé de mon expérience et des discussions que j'ai pu avoir avec les professionnels du métier avec lesquels je discute sans arrêt. Donc voilà, ça n'est pas à prendre pour argent comptant. Je pense que personne aujourd'hui peut être certain d'avoir tout à fait raison ou alors fantastique pour eux. Mais ça devrait quand même vous donner des grandes pistes ou en tout cas des idées, une idée générale de ce à quoi on peut s'attendre. Donc, je vais diviser cette conversation qui est un monologue au final, mais si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans les commentaires, avec les thèmes suivants. Premier thème, je vais répondre à la question qui seront les voyageurs de demain post-Covid. La deuxième chose qu'on va voir, c'est quels sont les comportements qui vont changer. Hein, ça va être important. C'est là où éventuellement on peut déjà voir d'ailleurs certaines choses, donc ça peut être intéressant d'essayer d'extrapoler par rapport au début des évolutions des comportements qu'on a déjà vus. Quand et comment les voyageurs vont-ils continuer de voyager?
quelles vont être leurs attentes et va-t-il y avoir une mutation de ces attentes et comment nous préparer. Non, Stan, je ne connais pas le futur, mais c'est bien que tu sois en ligne. Donc, on va commencer par le premier sujet. Qui seront les voyageurs? Eh bien, j'ai l'intime conviction que ça va être les mêmes que toujours. C'est-à-dire les familles, la clientèle pour les affaires, la clientèle pour le tourisme religieux, pour le tourisme lié aux événements comme les festivals, les événements politiques, etc. Je reste persuadé que ça va toujours être les mêmes. Simplement, les proportions risquent de changer avant un retour potentiel, j'espère, à la normale. Donc, l'humain a toujours voyagé, ça ne changera pas. Les grandes migrations, elles commencent a priori dès le début de l'espèce humaine. Donc, on va continuer de voyager, c'est une certitude. Ce qui va énormément changer, c'est pas tellement les individus qui voyagent, mais plutôt leurs attentes et les choses qu'il faut qu'on adapte, nous, de notre côté. Donc, sur cette première question, qui seront les voyageurs? Eh bien, je reste persuadé que ce seront les mêmes que toujours. Et vous allez voir qu'il y a certaines petites choses qui risquent de changer malgré tout. Sandrine, il manque toute la partie en haut à droite. Oui, je sais. Bah oui, je suis désolé. Quand j'ai fait le cadrage au début, la vidéo Facebook me montrait tout et c'était super beau. Et quand j'ai lancé, eh bien, c'était plus pareil. Donc, en fait, c'est tout bête. Il y a juste le titre, hein, le tourisme de demain post-Covid, et puis notre site internet avec un petit rappel de prendre rendez-vous. Je vous expliquerai pourquoi à la fin. Voilà pour cette première question. Donc, la deuxième question auquel je veux essayer de répondre aujourd'hui, c'est quels sont les comportements qui vont changer? Et là, on a déjà vu, puisqu'on a eu un confinement, un déconfinement, un reconfinement, donc on a eu entre les deux, on va voir un petit peu ce qu'on a pu extraire de cet entre-deux. La première chose, et je pense que vous l'avez tous remarqué, c'est que les cycles de réservation sont beaucoup plus courts. Alors, un cycle de réservation, c'est le délai qui se passe entre le moment où un client réserve et sa date de séjour chez vous. Donc, typiquement, si on est le 15 du mois et qu'il réserve pour le 30, son cycle de réservation est de 15 jours. L'idéal pour nous, dans l'industrie de l'hébergement, c'est d'avoir un cycle de réservation le plus long possible pour avoir de la visibilité sur ce qu'on appelle le pick-up des réservations, c'est-à-dire les réservations pour le futur, ce qui est en train de venir. Eh bien, on s'est rendu compte avec ce Covid et avec cette incertitude liée à l'instabilité politique, entre guillemets, ou en tout cas des décisions, que les cycles de réservation ont été drastiquement raccourcis. Et je pense que c'est rassurant pour les gens de se dire « Ok, on va réserver très peu de temps avant la date de séjour, comme ça il y a moins d'incertitude. » Bonjour Stéphane, je vois quelques petits commentaires. Bonjour Sandrine, je regarderai de toute façon tous vos messages et je répondrai aux questions. J'ai du temps pour vous aujourd'hui. Donc voilà, à court terme, je pense que un des gros changements, et on l'a tous vu, c'est un cycle de réservation plus court. On a aussi vu un truc très intéressant cet été, c'était des séjours plus longs. Donc comme les gens partaient moins loin, il y a eu beaucoup plus de tourisme franco-français, donc il y a eu des séjours un petit peu plus longs, puisque le budget qu'on aurait mis par exemple en billets d'avion, on n'a pas besoin de le mettre en billets d'avion, donc du coup on le met dans plus d'activités ou plus de locations, plus de temps pendant les vacances. Bonjour Isabelle. Ça, c'est un truc qui est évident et je pense que les séjours plus longs vont s'inscrire dans une moyenne durée et puis qu'après, on reviendra à la normale. Vous l'avez certainement vu cet été aussi, disparition des non annulables, non remboursables. C'est les fameux NANR. Bon, ça c'est évident, encore une fois, tant qu'il y a de l'incertitude sur ce qui va se passer, est-ce qu'on va être confiné, est-ce qu'il va falloir être vacciné pour voyager, etc. Les gens veulent de la flexibilité dans les offres. Et donc, les offres non annulables, non remboursables, qui sont d'habitude moins chères pour permettre à quelqu'un de réserver le plus longtemps en avance, ça, c'est quelque chose qui ne rencontre pas son public et ça paraît normal. Bon, à court terme, il y a une exigence accrue en termes d'hygiène. Bon, là, j'enfonce une porte ouverte, mais il fallait bien le mettre. C'est une évidence à cause du coronavirus et pour certains types de clientèle, en particulier, je pense à la clientèle des retraités, qui est quand même une grosse clientèle, les exigences sont accrues en termes d'hygiène et je pense que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui va rester sur le long terme. Je pense également qu'on était déjà exemplaire dans notre industrie et qu'on nous a beaucoup cassé les pieds pour pas grand-chose, mais malgré tout, on avait beau être exemplaire, on ne le mettait pas forcément en avant dans notre communication et aujourd'hui, il va non seulement falloir être exemplaire dans notre obligation de moyens pour tout ce qui est ménage, nettoyage et hygiène, mais il va falloir aussi communiquer dessus, puisque on sait qu'il y a 30% de la clientèle aujourd'hui qui attend d'être informée sur ce sujet-là.
Donc 30%, c'est quand même énorme. Il ne faut pas se priver de cette clientèle en faisant une erreur bête de manque de communication sur le sujet. À très court terme aussi, moins de clients à faire. Évident. Et ça va être intéressant de voir si ça se pérennise dans le temps. Il est évident qu'avec les confinements successifs, plus l'arrivée et le développement de certaines technologies qui permettent d'améliorer les réunions à distance, le télétravail, etc., la clientèle affaires diminue très largement. Maintenant, la clientèle affaires a aussi énormément envie de reprendre, en particulier pour tout ce qui est lié aux gros événements comme les salons. Donc ça, je pense que dès qu'on va pouvoir libérer l'économie, entre guillemets, ça va reprendre et ça va reprendre plein pot et ça va essayer de rattraper le retard. Parce que malgré tout, on peut faire plein de choses à distance et en digital, mais en France en particulier, les affaires se font souvent autour d'une bonne table et en tout cas avec une franche poignée de main. Et ça, je reste persuadé que ça finira par revenir, même si c'est peut-être le côté qui risque de prendre le plus de temps pour revenir. À très court terme, moins de retraités, ça c'est une évidence. Il y a une inquiétude forte pour les personnes qui ont plus de 70 ans ou qui sont à risque. Donc ça, bon, bah, à court terme, on ne peut rien y faire. Il va falloir vraiment rassurer ces gens si ça fait partie des niches de clientèle que vous ciblez d'habitude. À court terme aussi, plus de clients français ou de pays vraiment limitrophes. On se rend bien compte que les compagnies aériennes prennent une énorme claque. Donc le temps qu'ils se remettent au niveau, eh bien, il va en falloir du temps. Déjà, je ne sais pas si vous le savez, mais un avion, ça ne se redémarre pas comme ça une fois qu'il a été foutu sur un tarmac pendant plusieurs mois. Donc, il y a des compagnies aériennes qui foutent la clé sous la porte. Je pense que le trafic aérien va mettre pas mal de temps avant de revenir à son niveau pré-crise et que donc, seuls les prix de l'aérien devraient augmenter et du coup, il y a beaucoup de clients de masse, entre guillemets, qu'on a l'habitude de voir qu'on ne va pas voir au profit d'une clientèle qui va être remplacée par des pays limitrophes qui n'ont pas forcément l'habitude de voyager en France parce qu'ils préfèrent aller plus loin mais qui vont venir en France et pareil pour les Français. Ce qui va avoir un impact sur le tourisme de masse et je pense, et je ne suis pas le seul à avoir cette opinion, on va connaître une baisse du tourisme de masse. Alors, sans faire de clichés, le tourisme de masse, pour moi, c'est vraiment les groupes avec quelqu'un qui est tout devant le groupe avec une pancarte et puis ça suit derrière. Ça, je pense qu'il va y avoir une baisse de ce type de tourisme et on va en parler un petit peu après. Enfin, je vais en parler un petit peu après. Peut-être, avec un petit peu de chance, sur un tourisme plus qualitatif. En tout cas, une chose qui est évidente, c'est qu'à court terme, on a vu une recherche du bien-être, des destinations bien-être. Alors, toutes les personnes qui étaient dans des métropoles et qui pouvaient en sortir pour aller à la campagne, pour aller dans un endroit où il y avait relaxation, massage, spa, yoga, cure thermale, etc. Bien que la cure thermale, ça a été compliqué, mais tout ce qui est lié au bien-être était déjà une vague de fond qui était présente avant le Covid. Et donc, elle est en train de se renforcer, de prendre beaucoup plus d'ampleur. Donc, c'est une évidence que c'est un positionnement qui est renforcé par cette crise du Covid et qu'il est intéressant de surfer sur cette vague qui, je pense, va s'inscrire vraiment sur la durée. Il y a un autre truc qui est super intéressant et il y a certains hôtels qui ont excellemment bien communiqué dessus, c'est la recherche de lieux de télétravail alternatifs. Alors, moi, je suis le premier concerné. Je travaille depuis chez moi. On a même carrément bazardé mon bureau, pour tout vous dire. Donc, travailler ici, c'est cool, mais régulièrement, on se rassemble avec les équipes au dodo et on cherche des endroits pour pouvoir télétravailler, à la fois avec une salle de réunion tous ensemble, mais pouvoir aussi, chacun dans notre coin, travailler pendant la journée. Eh bien, les établissements qui ont compris ce besoin se sont organisés pour proposer ce type d'installation et c'est super cool. Parce que typiquement, une fois par mois, nous, on se rassemble et on a besoin de le faire. C'est mignon, le télétravail et la distance, mais ça, c'est limite. Donc, des recherches de lieux de télétravail alternatifs, ça, c'est un sujet qui a d'ailleurs été pris par certaines petites chaînes hôtelières qui ont surfé là-dessus et qui s'en sont plutôt bien sorties. Et puis, il y a un autre truc, alors ça, c'est plus pour les plus petits établissements, maisons d'hôtes et grands gîtes, et gîtes de manière générale, c'est qu'il y a plus de privatisation totale. Alors, il y en a eu beaucoup plus cet été, à cause de cette peur de l'autre, entre guillemets, à cause du coronavirus. Il y a eu une demande grandissante pour une privatisation totale des lieux pour être sûr de pouvoir être entre soi. Donc ça, à voir. À court terme, je pense que ça va rester le cas, donc pour les vacances de Noël et pour après, les vacances de Pâques éventuellement. À voir si ça reste quelque chose sur le long terme. Mais en tout cas, c'est intéressant si vous avez des petits établissements de réfléchir à la possibilité de pouvoir proposer l'intégralité
du domaine, je ne sais pas si on peut appeler ça un domaine, en privatisation totale. Moyennant finance, hein, bien sûr. Hein. J'entends bien que la privatisation totale des lieux, c'est pas la somme du coût de chacune des chambres. Et si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport au pricing et comment est-ce qu'on peut chiffrer ça et comment est-ce qu'on décide du prix d'une privatisation totale, eh bien, prenez rendez-vous avec nous et on vous expliquera ça. Alors voilà pour ce que c'était. Voilà pour répondre un petit peu à la question de quels sont les comportements qui vont changer à court terme pour nos clients. Alors puisque j'ai fini sur cette slide que vous ne pouvez pas voir, je vais regarder les quelques questions qu'il y a, je vais y répondre et puis je passe à la suivante après. Alors, un petit coucou de Provence, oui, super, ça je vous ai dit bonjour. Bonjour Stéphane si j'ai oublié. Laurent, ne pas oublier la spécificité de Paris et des grandes villes en général avec les clientèles étrangères. Ouais. Pour moi, zéro client, je reprends, zéro Paris, l'activité n'a pas repris depuis mars. Oui, absolument. Alors, on est en France, c'est un peu c'est la double face, c'est la pièce à double face en fait. Quand vous avez un établissement à Paris et que tout va bien, bah, vous êtes un peu les enfants gâtés du tourisme français, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire pour remplir. Et malheureusement, quand il y a ce type d'événement, eh bien, vous êtes le dernier endroit qui va se remonter. C'est vrai. Ceci étant dit, je pense que quand ça va revenir, quand les frontières vont se réouvrir, etc., Paris va, à cause de la force de l'attractivité de Paris, qui est quand même gigantesque, ça devrait revenir. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est être plus fort que ses concurrents pour capter le flux, parce que la demande va être moins importante. Elle va revenir, c'est sûr, mais elle va être moins importante. Donc, il va falloir être très agile, Laurent, dans votre stratégie commerciale, dans votre stratégie de communication. Et je sais que comme vous êtes élève au dodo, vous vous préparez déjà à tout ça. Et on aura l'occasion d'en rediscuter ensemble pour ajuster ça. Alors Valérie, pour la communication sur l'hygiène, comment ne pas être trop lourd sur un sujet aussi peu sexy? Ouais, c'est compliqué, hein. Moi, je dis toujours que l'humour est le chemin le plus court entre les hommes. Et du coup, j'aime bien présenter les choses sans tomber dans une parodie tragique-comique, mais mettre un petit peu de légèreté dans les explications des obligations de moyens qu'on remplit. C'est-à-dire, bah oui, bien sûr qu'on nettoie les toilettes, etc., etc. Là, vous marchez sur un fil, en fait, donc ça va dépendre de votre stratégie de communication. Vous le savez, Valérie, puisque vous êtes élève de la formation Accélérateur au dodo. Quand on crée sa stratégie de communication, hein, liée à votre stratégie commerciale, je vous fais choisir dans la formation votre style et votre voix. C'est-à-dire la manière, le lexique, votre style et la voix avec laquelle vous devez parler aux clients que vous voulez attirer. Donc il faut que ce soit, votre communication en termes d'hygiène soit en corrélation avec ça. Si vous êtes un établissement très guindé, avec des codes vraiment... bon, eh ben, il faut que cette communication, elle corresponde. Si au contraire, vous êtes dans une communication beaucoup plus joyeuse, dans quelque chose de beaucoup plus convivial, eh bien, il faut que la communication sur l'hygiène, elle suive également, ça paraît évident. Bonjour Jeff. Frédéric, bonjour. L'assurance annulation de séjour. La couverture Covid existe pour les cas individuels de maladie ou cas positifs impliquant un confinement, mais pas pour les restrictions gouvernementales empêchant les déplacements. Un vrai sujet. Ah oui, alors c'est pas une question, mais en effet, c'est tout un sujet. Isabelle, privatisation c'est bien, mais à condition que nous, propriétaires, ne soyons pas sur place, car la proximité avec d'autres personnes n'est pas très sécurisante. Alors, ça va énormément dépendre de la manière dont votre établissement est structuré. Il y a des établissements, je pense à certains des élèves justement de l'accélérateur au dodo, où ils sont sur place, mais dans un bâtiment qui est à part. Donc là, ça pose aucun problème. Si c'est un seul et même bâtiment, mais que vous avez vraiment une entrée à part, un appartement à part, etc., je pense que ça ne peut ne pas poser de problème, à question que vous soyez discret, bien sûr. Donc ça, c'est des ajustements à faire en fonction de la structure de l'établissement. Alors, Constance, pour les activités de détente, style massage, l'idée serait alors d'établir des partenariats avec des indépendants. Absolument, hein, c'est le moyen le plus facile pour accéder, pour donner accès à ces services, c'est de faire des partenariats avec des indépendants. Je reste persuadé que nous, quand on est hébergeur, on n'est pas obligé de prendre de la marge sur les indépendants qu'on fait intervenir, à partir du moment où on s'y retrouve quand même. Et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec moi, qui estiment qu'à partir du moment où on donne du travail à quelqu'un, il faut qu'on prenne de la marge. Vous pouvez très bien décider de prendre un pourcentage dessus, ça ne pose pas de problème. Mais à partir du moment où ça donne de l'attractivité à votre destination, à vous de voir quel deal vous pouvez créer, et on pourra en parler, Constance, si vous êtes intéressé. Ok, voilà. Alors voilà pour les questions sur cette partie. Donc pour rappel, quels sont les comportements qui vont changer à court terme
du côté des clients, moi j'estime vraiment que ça va être des cycles de réservation plus courts, des séjours plus longs, plus de non annulables non remboursables, une exigence accrue en termes d'hygiène, je sais, j'enfonce une porte ouverte, moins de clientèle à faire, on l'a tous vu, moins de retraités parce que ce sont des personnes à risque, plus de clients français ou des clients des pays limitrophes, moins de tourisme de masse, une recherche accrue du bien-être, une recherche de lieux de télétravail alternatifs et plus de privatisation totale. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, j'aimerais vous exposer ce qui, je pense, va avoir un impact à court terme sur notre industrie. Parce qu'il y a nos clients, mais il y a l'industrie et la globalité de l'industrie. La première chose, et vous ne le savez peut-être pas, mais nous, on est de l'autre côté de la barrière, donc comme on accompagne énormément d'établissements, on le voit, il y a des fermetures définitives d'établissements. Et quand je dis définitive, c'est des gens qui mettent la clé sous la porte et ils arrêtent. Alors, il y en a une partie, ils vendent et ça va être repris. Et il y a une partie, ils restent dans les établissements, typiquement pour les maisons d'hôtes, mais ils ne réouvriront pas. Alors, c'est très triste et en même temps, c'est une opportunité. Et je vais vous expliquer les deux axes d'opportunité. La première opportunité, c'est que ça va faire moins de concurrence, ça paraît évident. Bon, même si ça ne va pas compenser la baisse de la demande. Je ne vais pas trop m'étendre sur cette opportunité puisque c'est assez cynique, mais malgré tout, il y en a qui voient le verre à moitié plein, puis il y en a qui voient le verre à moitié vide. L'autre chose qui, je trouve, est super intéressante, et c'est mon deuxième point, c'est qu'il y a énormément d'établissements qui sont repris par des profils neufs et novateurs. Ce que j'appelle les profils neufs et novateurs, c'est des gens qui n'ont jamais fait d'hôtellerie, jamais fait de maison d'hôte, jamais fait d'hébergement, peut-être jamais travaillé dans le tourisme avant. Sans doute l'équivalent de ce que vous étiez avant de vous lancer, parce que je sais que énormément d'entre vous, c'était le cas. Et donc, ils vont arriver avec un œil neuf et surtout un œil post-Covid. C'est-à-dire qu'ils ont vécu le Covid, ils ont vu qu'il y avait des affaires à faire, ils les font, et maintenant qu'ils ont connu tout ça, ils vont créer le tourisme de demain post-Covid. Donc, c'est très intéressant de regarder ce qui est en train de se faire à ce niveau-là et de jeter un œil sur cette concurrence pour voir quelles sont les différentes créativités qui vont émerger et comment est-ce qu'on peut s'en inspirer ou en tout cas réagir pour ne pas se faire dépasser. Hein, ça, c'est clair. Un autre truc à court terme dans l'industrie, c'est qu'il y a un effort qui est fait de communication de la part des territoires. Et ça, il y a plein de critiques à faire sur la gestion en France des territoires et de manière générale du denier public. Mais je dois dire que je suis agréablement surpris par les initiatives de certains territoires. Et donc, il faut essayer de surfer là-dessus. Et je me suis rendu compte que ça marchait surtout dans les territoires où les professionnels de l'hébergement et du tourisme de manière générale étaient en train de tirer la charge. Donc, n'attendez pas que ce soit vos offices de tourisme qui vous fassent tout. Soyez force de proposition. Regardez ce qui se fait dans certaines régions, dans la vôtre et dans les régions limitrophes. Et il ne faut pas hésiter à titiller un petit peu les responsables locaux pour leur dire « Hey, la région d'à côté, ils font des trucs de fous pour attirer du monde. Vous faites rien. Nous, on veut pousser pour ça. » Donc ça, c'est un axe à regarder. Ça peut être intéressant, surtout qu'il y a quand même du denier public derrière, dont une partie de ce que nous on paye, donc ça pourrait être bien qu'on puisse en retrouver un petit peu les fruits. Alors après, un truc intéressant, le déploiement plus important des paiements sans contact. Ben oui, évidemment, Covid, peur de l'autre, peur de toucher, etc. Donc, pour tous les hôtels, c'est le cas depuis super longtemps. Vous avez tous des TPE sans contact, vous n'êtes pas tellement concernés par ça, mais tous les plus petits établissements, comme les gîtes et les maisons d'hôtes, eh bien, vous allez voir que ça va être une demande, et on le voit, c'est une demande. Alors, il y a plein de solutions pour ça, mais c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel il va falloir se pencher si vous ne pouvez pas offrir ce confort à vos voyageurs. Bon, alors pareil, une autre porte ouverte que je vais enfoncer. À court terme, l'industrie est en train de se digitaliser à toute vitesse. Alors, c'était déjà en cours avant le Covid, même si c'était quelque chose qui avait de l'inertie et qui prenait du temps. Là, évidemment, ça s'accélère. Et donc, il faut absolument continuer d'être à la page sur cette digitalisation puisque ça va continuer à augmenter et je pense avec des choses qu'on ne suspecte pas encore. Donc, on va voir quels sont les besoins qui vont être créés par le marché et qui vont être en demande, mais il faut vraiment jeter un coup d'œil là-dessus. Après, il va y avoir, je le pense, à court terme en tout cas, à l'échelle de l'industrie, une augmentation des tarifs de l'aérien. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. Il y a des compagnies aériennes qui ont mis la clé sous la porte. Il y a des compagnies aériennes qui vont filtrer leurs voyageurs. Vous avez certainement vu la semaine dernière l'annonce de la compagnie aérienne australienne Qantas
qui ont dit qu'ils n'autoriseraient pas les gens sur les vols s'ils n'étaient pas vaccinés. Donc là, déjà, ça va trier sur le volet les gens, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, puis le temps que les gens puissent simplement être vaccinés, ça va prendre du temps. Donc vous imaginez bien que ces compagnies aériennes ne vont pas retrouver le volume d'affaires qu'elles avaient avant, donc moins de volume d'affaires, des prix qui augmentent comme d'habitude, hein, c'est toujours la même chose. Donc ça, il va falloir regarder ça. Le fait qu'il y ait une augmentation des tarifs de l'aérien va pour moi engendrer une montée en gamme générale de la clientèle qui voyage par l'aérien, à court terme, j'entends. Je ne sais pas si ça va être pérenne. Je pense que les compagnies aériennes vont faire le nécessaire pour remonter en puissance. En tout cas, c'est dans leur intérêt. Mais je pense qu'à court terme, on devrait conserver cet effet lié à la rareté de la possibilité de voyager en aérien et du coup à l'augmentation des tarifs de l'aérien. Voilà pour le court terme pour l'industrie. Donc, pour rappel, fermeture définitive d'établissement. Reprise par des profils novateurs, attention à cette nouvelle concurrence et surtout, je pense qu'il faut la regarder pour s'en inspirer. Des efforts de communication par les territoires et je pense qu'il faut continuer, nous, localement, à être les moteurs de ces efforts-là. Et ne pas hésiter à remettre en cause ce qui est fait et à aller titiller les responsables politiques à l'échelle locale. Un déploiement plus important des paiements sans contact. Une accélération de la digitalisation, ça c'est une évidence. Une augmentation des tarifs de l'aérien pouvant mener à une montée en gamme générale. Allez, je regarde vos commentaires. Alors, Stan, tu en vois beaucoup qui ferment. Oui, alors pour info, pour vous donner un chiffre, il est évident qu'au Dodo, en tant qu'organisme de formation, on reste une entreprise, donc on a besoin de démarcher pour pouvoir avoir de nouveaux élèves. Et à peu près 10 à 15% des établissements qu'on contacte ferment. Et les établissements qu'on contacte, pour nous, ce sont des hôtels indépendants, donc pas des hôtels de chaîne, hein, des hôtels indépendants, de moins de 50 chambres jusqu'aux maisons d'hôtes et gîtes. Et là, on a quand même 15% des établissements qui ferment. Et sur ces 15% d'établissements qui ferment, il y a un gros pourcentage qui sont repris par des profils novateurs, et puis il y a un petit pourcentage qui ferme définitivement. Les petits nouveaux seront différents. Oui, les petits nouveaux seront différents, ça c'est sûr. Alors, Jérémy, TPE sans contact, limite à 50 €, donc montant trop petit. Je ne suis pas sûr de comprendre votre question, Jérémy. Il n'y a pas de... Ah oui, vous voulez dire... Oui, d'accord, ok, oui, pardon. Alors, le sans contact, Jérémy, c'est pas forcément avec la carte bancaire. Vous pouvez très bien, par exemple, leur envoyer un lien pour qu'ils fassent le paiement. Typiquement avec Stripe, puisque je sais que vous êtes équipé, vous pouvez faire des liens de paiement pour que les gens règlent leurs factures en ligne. Ça, c'est du sans contact. Mais en effet, vous avez raison, le sans contact classique, c'est à 50 €, mais il me semble que ça va augmenter. Il me semble avoir vu une annonce comme quoi ça allait augmenter, mais de toute façon, ce ne sera jamais le prix d'une réservation au Château des Tourelles en Vendée, c'est sûr. Oui, bah, Espel, du coup, ça rejoint ce que vous disiez avec Jérémy. En effet, pour le sans contact classique, non, mais ce que je voulais dire par sans contact, au-delà du TPE, c'est vraiment la possibilité pour les clients de ne pas avoir à forcément passer par l'étape de la réception, échange de factures papier, de stylos, de cartes, de machin, etc. Le mec, c'est son check-out. Vous lui envoyez par email le lien pour qu'il fasse le paiement. Il fait le paiement, vous le voyez sur votre adresse mail et dans votre compte que ça a été fait. Le gars, il descend avec ses valises. Le check-out a bien été fait. Oui, le paiement a bien été fait. C'est parfait, super, merci, au revoir, ciao. Voilà. C'est un fast check-out, hein. Il y a plein d'hôtels qui le font depuis super longtemps. C'est du sans contact. Ok, alors Frédéric, TPE avec paiement à distance et encaissement avec le numéro. Voilà, exactement. Sandrine, on a mis en place l'application Lindia Pro, ça fonctionne très bien. Eh bien, super. N'hésitez pas à poser des questions à Sandrine sur l'application Lindia Pro s'il y en a qui veulent savoir. Pas de limite de montant si les clients payent avec leur téléphone ou montre connectée. Voilà, encore une solution pour le déploiement des paiements sans contact. Bientôt, vous allez voir qu'on aura une petite puce dans le doigt et qu'on pourra payer sans contact comme ça. Enfin, je l'espère pas, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Christophe, l'IA Pro, ça fonctionne super bien pour vous aussi. Eh bien, super cool. Alors, Carole, EasyJet annonce que les bagages cabines seront payants, donc augmentation de fait des tarifs. Bon, ben voilà, de toute façon, ça c'était une évidence. De toute façon, c'est un état de fait économique. Quand il y a une baisse de l'offre, puisque là, l'offre a baissé pour les compagnies aériennes, ils sont obligés d'augmenter les prix. Ça paraît évident. Espel, vous faites avec SumUp. Oui, alors SumUp, j'en entends beaucoup parler. Ça a l'air de bien fonctionner, ça.
Laurent, vous faites vous-même la saisie des cartes de crédit sur votre solution de paiement en ligne? Exactement. Patrick, bon, bah, là, on est sur les paiements. Ok, Apple Pay et Google Pay, ça fonctionne très bien également. Alors, Pauline, bonjour. Avez-vous une vision sur le tourisme du vin? Ah oui, et quand j'en bois beaucoup, j'ai une double vision d'ailleurs. Oh, je suis désolé, elle était nulle cette blague. Oui, alors le tourisme du vin, c'est assez intéressant parce que c'est une niche dans le tourisme français qui est quand même assez importante. Ça fait partie pour moi du tourisme de montée en gamme et je pense que c'est quelque chose qui va profiter. Tout ce qui est terroir, tout ce qui est local, tout ce qui est expérience gastronomique, vin, bien-être, etc. Ça n'est que mon humble avis. Je pense que ça va profiter de cette montée en gamme de la clientèle. Et ça fait partie des choses que nos territoires ont à faire valoir et qui sont les richesses de la France que j'adore. Je tire mon chapeau à Jean-Pierre Pernaut, qui d'ailleurs vendredi fait son dernier JT et qui, quand j'étais petit, m'a donné cet amour de la France grâce à son JT de 13 heures chez mes grands-parents, où on voyait justement tous ces terroirs. Et je pense que ça fait partie des atouts qu'on va continuer à exploiter et qui vont prendre de l'ampleur. Sophie, la facture papier n'est pas obligatoire. Oh non, 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 la facture, vous pouvez envoyer un email automatique avec la facture en PDF. Vous n'êtes plus obligé d'abattre des forêts pour vos factures, Sophie, et ce depuis assez longtemps, il me semble. Stan, ça existe des boîtes aux US dont les employés ont la puce de cantine sous la peau. Ouais, bon, bah alors ça, j'espère que ça restera un choix et qu'on ne sera pas obligé de le faire. Perso, je ne suis pas à 100% pour. Ok, voilà pour les questions à court terme sur l'industrie. J'en vois pas d'autres. Si, Carole, pour le check-out sans contact, c'est bien pour la clientèle affaires, mais pour les autres. Pour tout le monde, il n'y a pas de, y a pas de raison que d'autres types de clientèle ne s'y mettent pas. Au contraire, à partir du moment où vous êtes bien organisé, la personne passe en réception, vous vérifiez avec elle qu'il n'y ait pas de minibar ou que tout soit pris en compte sur sa facture, et vous lui dites, écoutez, voilà, je vous envoie ça par mail avec le lien de paiement. Avant votre checkout, il faut que ce soit payé et problème réglé. Après, le checkout, quand vous dites, Carole, c'est un moment important de l'expérience client. Attention, le moment important de l'expérience client, c'est pas le checkout facturation. C'est le moment où vous allez discuter un petit peu avec lui au moment de son départ. Mais l'expérience de facturation, c'est pas l'expérience la plus importante dans le checkout. Si vous pouvez d'ailleurs le faire avant, tant mieux. Comme ça enlève la transmission d'argent qui parfois peut gêner certaines personnes pour garder le nec plus ultra de cette interaction qui est, voilà, comment s'est passé votre séjour, est-ce que vous avez aimé, aller un petit peu à la pêche à l'info, etc. Ok, super. Alors maintenant, je vais vous parler du moyen terme. Je ne vais pas faire de long terme parce que, encore une fois, c'est tellement déjà compliqué à court et à moyen terme de se projeter qu'à long terme, c'est vraiment casse-gueule d'essayer de s'engager. À moyen terme, je pense, retour de la clientèle internationale assez rapidement. La France reste la première destination mondiale en termes de volume et elle reste attractive malgré tout le bazar qu'il peut y avoir. Donc, dès que ce sera possible, il y aura un retour de la clientèle internationale. Il y a une tendance que je n'ai pas vu venir, enfin, j'en étais conscient sans vraiment le voir, c'est la tendance équitable et verte. Et le Covid a remis ça sur le devant de la scène. Et on s'est rendu compte que les établissements, les hébergements qui ont ce positionnement, c'est-à-dire qui font attention d'avoir un positionnement équitable, vert, tri les déchets, pas de gâchis d'eau, etc., etc., énergie positive, etc., les bâtiments énergie positive, etc., surfent sur cette tendance et ça fonctionne super bien. Donc je ne vois pas de raison pour laquelle cette tendance ne va pas s'ancrer sur le long terme. Elle était déjà présente avant le Covid et le Covid l'a fait monter en puissance, donc je pense que ça va continuer. Et à moyen terme, une demande d'authenticité accrue, ce qui est lié du coup avec cette baisse anticipée du tourisme de masse. Le tourisme de masse, malheureusement, on ne l'éliminera jamais. Je dis malheureusement parce que je ne pense pas que ce soit le tourisme le plus qualitatif. Mais c'est deux courbes qui vont se croiser, c'est-à-dire que le tourisme de masse va baisser, le tourisme qualitatif va augmenter, et puis après tout ça va se rééquilibrer. À moyen terme, eh bien, il devrait y avoir un retour à la normale des prix de l'aérien, hein, même s'il y a certaines compagnies qui ont mis la clé sous la porte, le trafic aérien reprendra, voire croîtra et dépassera le niveau pré-crise, ça paraît tout à fait logique. Il y a un truc qu'il va falloir surveiller, et vous inquiétez pas, on est dessus, c'est la possibilité de la part des OTA de mettre en place des labels hygiène, OTA, et alors, je sais qu'ils en parlent parce que j'ai des petites souris et des petits espions dans certaines OTA qui me renseignent. Ils en parlent beaucoup, ils ont très peur de le faire ou de ne pas le faire. On va voir ce qui se passe.
Et ça pourrait être à double tranchant. C'est-à-dire qu'il pourrait mettre un label hygiène dans le sens, vous payez un petit peu plus, un petit peu comme Booking Genius, et vous avez un super label hygiène, et du coup vous avez plus de réservations parce que c'est attractif. Alors s'ils font ça, il va y avoir une levée de bouclier hallucinante. Ou alors ça pourrait être dans le sens inverse, si vous avez un label hygiène et que vous êtes certifié par un label indépendant, alors dans ce cas, il pourrait y avoir des réductions de commission. Aucune idée, mais il faut surveiller ça de très près parce que vous savez que les OTA ne sont pas les dernières à trouver des astuces pour gagner de l'argent sur notre dos. Donc, nous, on surveille ça de très près de toute façon avec Ododo et on vous tiendra au courant si jamais il y a des choses qui voient le jour. Et puis, à moyen terme, reprise des événements, hein, les gros événements, que ce soit sportifs, les conventions, les festivals, les meetings politiques, tout ce qui peut apporter en fait hein, lié aux événements de la clientèle. Ça, c'est vraiment à moyen terme. Et puis du coup, on va aller regarder, on va aller répondre à quand et comment voyageront-ils. Je vais regarder un petit peu quand même les questions. Eh bien, il n'y en a pas. Ok, super. Alors, j'ai essayé de répondre à quels sont les comportements qui vont changer. J'ai répondu à toutes vos questions a priori. J'espère que ça vous a éclairé. Maintenant, je vais essayer de répondre à quels sont les comportements qui vont changer. Alors, on en a parlé tout à l'heure, des cycles de réservation plus courts. Des séjours plus longs, plus de labels non remboursables, une exigence accrue en termes d'hygiène. J'ai l'impression de me répéter, c'est normal, c'est pas à cette question-là qu'il faut répondre. Hop, pardon, il y a Cyril qui m'embête. Je me suis mélangé les pinceaux. Donc, quand et comment voyageront-ils? La question à laquelle il faut que j'essaie de vous répondre. Alors, eh bien, je vais répondre à cette question avec des questions parce que je n'ai pas de réponse. Je pense que l'arrivée sur le marché d'un vaccin va dicter pas mal de choses. Et quid de son obligation? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont réussir à mettre sur le marché un vaccin qui fasse mieux que l'immunité naturelle? Est-ce qu'il va être obligatoire? Est-ce qu'il ne va pas être obligatoire? On vient de voir que Qantas le rendait obligatoire pour voyager. D'accord? Mais lequel? Il y a plusieurs labos pharmaceutiques. Alors, est-ce qu'ils vont dire que, il faut que ce soit n'importe quel vaccin ou est-ce qu'il faut que ce soit un vaccin particulier? Je pense que le retour à la normale et la libéralisation du tourisme, dans le sens libéré de ce qui se passe en ce moment, va être lié à cette histoire de vaccin et aux décisions politiques qui vont être prises liées à ce vaccin. Et comme aujourd'hui on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé, c'est un petit peu instable. Une autre chose, c'est est-ce que les lois d'exception deviendront-elles notre quotidien? Les lois d'exception deviendront-elles notre quotidien? C'est une vraie question à se poser parce que si on reprend les lois d'exception qui ont été votées dans le passé liées aux problèmes de sécurité, donc principalement par rapport aux attentats terroristes, eh bien on s'est rendu compte que ces lois d'exception n'ont jamais disparu. Depuis le 11 septembre jusqu'à maintenant, on a rajouté énormément de contraintes aux voyageurs qui n'ont jamais disparu. Il est possible que les contraintes qu'on ait ajoutées pour le coronavirus restent et que ces lois d'exception deviennent la norme, que le masque reste obligatoire, en tout cas pour voyager dans les avions, etc. Ça, c'est pareil, ça va avoir un impact. Un autre facteur qui risque d'avoir un impact sur le quand, c'est la reprise ou non de l'épidémie. Va-t-il y avoir une troisième vague? Alors, on nous avait promis une deuxième vague. Déjà, dans la première vague, on nous avait dit qu'il y aura une deuxième vague. Bon, on a eu une deuxième vague. Je ne vais pas débattre si c'était vraiment une deuxième vague ou pas. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Y en aura-t-il une troisième, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit liée aux médias? J'en sais rien. Mais c'est une vraie question. S'il y a une troisième vague, un troisième confinement, etc., c'est sûr que ça va compliquer, ça va retarder d'autant le retour à la normale. Je ne l'espère pas, je ne le pense pas, mais encore une fois, c'est une conviction personnelle. Et puis, quid du Covid-19 Pro ou du Covid-19 Plus, c'est-à-dire d'une mutation du virus qui serait encore plus dangereuse. Bon, pareil, je n'y crois pas trop, mais là, l'avenir va le dire. On m'a posé la question, parce que j'ai fait cette petite présentation en fait dans un cercle restreint pour une association, et il y a une question qui m'avait été posée, c'est quand? Quand est-ce que c'est pour vous la reprise des voyages vraiment? Je pense que ça va vraiment être au printemps, peut-être un petit peu avant en fonction de la vitesse à laquelle ça évolue, mais je pense qu'au printemps on devrait voir un vrai gros retour à la normale. Je l'espère, je le souhaite en tout cas fort et de tous mes voeux. C'est mon intuition personnelle. Maintenant, on verra. Encore une fois, je ne suis pas malade bien. Alors, comment? Le comment, je pense, avec un retour progressif de l'aviation, avec des barrières à l'entrée comme Qantas. Ça me paraît être une évidence. Dès que l'aviation va reprendre, le tourisme va reprendre.
Et avec beaucoup plus de sur-mesure, comme je l'ai dit tout à l'heure, et beaucoup moins de tourisme de masse. Ça me paraît être une évidence. Je pense qu'il va aussi falloir quelques années au moins 1 ou 2 ans avant d'avaler et de passer, voire d'oublier ce qui s'est passé avec le Covid. Si tant est que ça passe et qu'on oublie, et que ça ne devienne pas encore, que cette espèce de folie sanitaire ne devienne pas une norme, qu'on n'oblige pas la distanciation sociale, le gel hydroalcoolique et toutes ces choses-là. Comme d'ailleurs, je vous précise, c'est le cas dans certains pays d'Asie, d'Asie du Sud-Est entre autres, où eux, ils ont l'habitude de vivre, par exemple, en Corée du Sud avec le SARS, et vous avez les masques et toutes ces choses-là qui sont de toute façon monnaie courante. Donc ça reste à voir. Alors, je vois quelques questions. Jérémy, à long terme, l'intelligence artificielle. Oui, alors c'est un sujet qui me passionne. On vous tiendra au courant au fur et à mesure. Pour le moment, pas d'impact sur le tourisme, mais ça commence. On a vu, en fait, avant le premier confinement et l'impact, on voyait aux États-Unis déjà quelques évolutions intéressantes à ce niveau-là. Donc ça, il faut surveiller ce genre de choses, absolument. Alors Stan, pour info sur Airbnb, avec des annulations strictes, rembourse les deux parties, client et hôte, si l'annulation de dernière minute à cause d'un confinement vécu. Ok, bon bah ça c'est plutôt cool, mais nous ce qu'on veut c'est des réservations en direct, et donc c'est les conditions générales de vente qui s'appliquent. Vos conditions générales de vente, il faut qu'elles soient à jour, il faut qu'elles soient sur votre site internet visible, très important. Oui, Stan, Airbnb va entrer en bourse, cela va changer les choses pour les autres. Eh bien, déjà, j'ai fait une vidéo sur YouTube il y a 15 jours, il me semble. Airbnb change son modèle économique et va faire supporter l'intégralité de la commission aux autres, enfin à vous, aux hébergements, 15%. Il s'aligne avec Booking. Donc ça va être un gros changement et c'est une décision qui a été prise en amont de leur entrée en bourse. Donc ça va être un gros changement. Ok, essayons de répondre à quelles seront leurs attentes, puisque maintenant on voit qu'il y a des changements. Quelles vont être leurs attentes et comment est-ce qu'on peut s'y préparer? Bon, encore une fois, je ne peux pas ne pas vous le répéter parce que c'est tellement évident, mais bon, l'irréprochabilité de l'hygiène, c'est une attente. 30% des voyageurs aujourd'hui estiment que c'est le truc le plus important, et le reste, ils y font quand même attention, et puis pour une petite partie, ils s'en foutent complètement. Ils vont attendre une flexibilité des offres, donc à vous d'être malin dans les packages que vous créez pour que ce soit suffisamment flexible pour que les gens ne soient pas inquiets à l'idée de payer et de réserver en avance. Un développement de la privatisation d'environnement dans leur globalité, une augmentation de la demande pour le bien-être et de manière générale pour la convivialité et le retour vers le local. Voilà ce que j'estime, sans, je pense, trop me mouiller et prendre trop de risques, les attentes à court et à moyen terme. Alors, je vois qu'il y a quelques questions, je vais y répondre et puis après on va passer à la phase comment nous préparer. Alors, Pauline, pour tous les hébergeurs Airbnb, oui. Patrick, 15% hors taxe, donc ça frôle les 18% au total. Oui, Patrick. Ben, ça, c'est comme pour Booking. Ben, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez sur la chaîne YouTube de Ododo et vous verrez une surprise d'Airbnb ou une nouvelle de Airbnb. Vous la verrez sur la chaîne YouTube Ododo, elle est assez récente. Ok, alors maintenant qu'on voit qu'il y a des évolutions, qu'on voit qu'il y a des changements de comportement, qu'on voit qu'il y a des changements des attentes, comment est-ce qu'on peut s'y préparer? Parce que c'est bien ça le but du jeu en fait. La première chose à faire, et si vous êtes en train de regarder ce live ou le replay de ce live pour ceux qui le regarderont en replay, c'est se tenir au courant, c'est ce que vous êtes en train de faire. Eh bien, c'est la chose maligne à faire, évidemment, il faut rester informé. Alors, il faut trouver le juste équilibre entre rester informé et pas non plus se noyer dans les nouvelles qui ont quand même tendance à être toujours assez sensationnelles et mauvaises. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, et si on écoute BFM TV, demain on est tous morts, donc il faut peut-être un petit peu aussi relativiser. Mais il faut se tenir au courant, et il faut essayer d'anticiper les grands courants du tourisme, c'est pas facile du tout. Ensuite, et ça je pense que ça concerne tout le monde, alors pour ceux qui sont déjà élèves de la formation accélérateur Ododo, vous connaissez ça par cœur, vous m'avez entendu le dire des dizaines de fois, il faut consolider vos fondations, c'est-à-dire votre état d'esprit et les stratégies qui sont fondamentales, et je vais vous en parler un petit peu après. Ensuite, il faut entretenir et acquérir les savoir-faire qui sont nécessaires pour cartonner. C'est pareil, je vais développer ce sujet un petit peu après. Et il faut améliorer sans cesse la face visible de l'iceberg. Et je vais vous expliquer exactement ce que je veux dire par la face visible de l'iceberg. Sans oublier, bien sûr, d'investir sur l'élément le plus important qui est vous-même et vos connaissances. Rien ne sera jamais plus important que vos propres capacités. Alors, développons un petit peu ça. D'abord, il y a une chose que je pense que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que
il y a, dans le résultat visible, c'est-à-dire la satisfaction de vos clients, le chiffre d'affaires, l'argent qui rentre, etc., il n'y a que 10% seulement du résultat qui dépend de ce que vos clients voient. Ce que vos clients voient, c'est la literie, la qualité des petits déjeuners, l'établissement lui-même, vous avec vos salariés si vous avez des salariés, votre site internet, vos réseaux sociaux. Tout ça, c'est ce que les gens peuvent voir. C'est ce que j'appelle la face visible de l'iceberg. Eh bien, vos résultats, qu'ils soient financiers, qu'ils soient en termes de satisfaction client, euh, il n'y a que 10% de ces résultats qui dépendent de cette face visible. Hein. C'est vraiment important de le savoir. Le reste dépend de choses que vos clients ne peuvent pas voir. Alors, il y en a 50%, c'est les fondations, donc état d'esprit et les stratégies de fond, et je vais en parler un petit peu après. Et 40%, c'est les savoir-faire. Alors, sur les fondations, et je pourrais vous refaire, alors je ne sais plus ce que vous voyez, mais je vais pouvoir vous le faire ici. Je vais enlever ça. Hop là. Est-ce que, oui, ici, vous voyez? Voilà. Donc, en gros, vous avez les fondations. Pour moi, elles sont doubles. Donc, d'un côté, vous avez tout ce qui est stratégie, et de l'autre côté, vous avez tout ce qui est état d'esprit. Hop, on va mettre état d'esprit. Et si on devait construire un palais, on va estimer que construire un établissement dans de l'hébergement qui fonctionne super bien, c'est construire un palais, eh bien, vous avez les fondations ici. Et ensuite, sur ces fondations, eh bien, il faut des colonnes pour qu'on puisse y poser, pour que le palais soit complet. Donc, on va y poser des colonnes. Ça, c'est vos savoir-faire. Ces savoir-faire, ça peut être le marketing, la communication, la gestion de la comptabilité, le lead management, etc. Et après, au-dessus, vous avez la face visible, ce que j'appelle la face visible de l'iceberg, le fronton du palais. Donc ça, c'est vraiment la face visible. Ça, c'est 10% du résultat. C'est ce qui se voit. Ça n'est que 10% du résultat. C'est hallucinant, mais c'est la réalité. Tous vos savoir-faire, ça représente 40% du résultat. Et les fondations, ça représente 50% du résultat. Donc, on voit qu'il est super important de bosser sur les fondations et sur les savoir-faire. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que j'ai créé l'accélérateur Ododo pour vous aider à acquérir les fondations, les savoir-faire et consolider la phase visible. Donc, dans les stratégies, donc dans les fondations, dans les stratégies, il y a eh bien, votre stratégie commerciale, votre stratégie de communication, votre stratégie tarifaire, votre stratégie de marque avec votre positionnement, votre stratégie d'amélioration, votre stratégie de fidélisation de la clientèle, votre stratégie de formation continue, etc., etc. Donc ça, c'est les grandes stratégies de fond. Il faut les définir, il faut les connaître, il faut les faire évoluer, il faut mesurer leur performance et être à même de pouvoir les faire évoluer. De l'autre côté, vous avez l'état d'esprit. Et alors là, pareil, encore une fois, les élèves qui suivent la formation accélérateur Ododo, vous êtes passés par là avec moi. Vous savez à quel point l'état d'esprit est important pour bien réussir. Et sans rentrer dans les détails, eh bien, il faut apprendre à se remettre en cause. Il faut être capable de changer de paradigme assez régulièrement pour avoir un point de vue différent sur les choses. Il faut être ouvert d'esprit, ça paraît être évident, mais on est obligé de le dire quand même. Il faut absolument, dans votre état d'esprit, avoir une méthode d'analyse et d'itération. Hein. Si vous n'avez pas ça dans votre état d'esprit, il faut l'acquérir absolument. Ça veut dire, je fais quelque chose, il y a des résultats, j'analyse ces résultats et après, je regarde si je dois faire des itérations par rapport aux actions que j'ai menées qui ont amené à ce résultat. Il faut évidemment une attitude face au changement. Si le changement, ça vous fait peur, ça vous inquiète, waouh, vous êtes mal embarqué pour le futur parce que le changement, il y en aura toujours, il y en a toujours eu. Et donc, plutôt que d'être un petit peu comme un lapin dans les phares d'une voiture qui s'immobilise, ben, il faut embrasser ce changement, apprendre à le prendre à bras le corps, et avancer avec et faire du mieux possible avec ce qui arrive. Il faut aussi, dans l'état d'esprit, absolument prendre ses responsabilités. Il y a énormément d'établissements, avant que je les accompagne, avant qu'on les accompagne avec Ododo, qui nous disent, littéralement, quand on fait les audits de découverte, « Ah là là, mais tel malheur m'est arrivé et c'est de la faute de tel autre malheur. » Alors, typiquement, ces gens-là ne se remettent jamais en cause, ils sont jamais capables de dire « Ah oui, tel malheur est arrivé, c'est une réalité, mais je n'ai pas eu la bonne réaction et j'aurais pu faire autrement. » Donc ça, il faut apprendre à le faire. Il faut avoir un petit peu le feu sacré en soi hein, pour pouvoir continuer. Surtout nous, dans le tourisme et dans l'hébergement, parce que quand on voit les claques qu'on prend et la fréquence à laquelle on les prend, si on reprend 2015, les attentats, les gilets jaunes, les énormes manifs, maintenant le Covid, je veux dire,
C'est quand même énorme. Il n'y a pas d'autre industrie qui prend autant de claques dans la figure que la nôtre. Donc, il faut être préparé au combat, quoi. Ça ne sert à rien de se mettre dans le tourisme si vous n'êtes pas prêt à faire face. Donc ça, c'est vraiment les fondations. Et il ne faut pas se leurrer. Vos fondations, c'est 50% de votre résultat. Hein, si vous n'avez pas les stratégies en place et si vous n'avez pas le bon état d'esprit en place, eh bien, malheureusement, vous vous coupez d'une grosse partie de ce qui va faire la réussite de votre établissement. Après, les savoir-faire, j'en ai parlé, c'est des choses évidentes, c'est toutes les choses qu'il faut continuer à apprendre et il faut savoir que ça n'est jamais acquis à 100%. Le savoir-faire évolue, par exemple, si on parle de marketing et de communication, eh bien, le digital marketing évolue, les réseaux sociaux évoluent, la capacité des sites internet à pouvoir faire telle ou telle chose évolue, donc il faut sans cesse se former pour rester à la page. Et la chose qui est super importante et que je veux que vous reteniez avec le savoir-faire, c'est que vous n'êtes pas obligé de maîtriser tous les savoir-faire. Alors ça, c'est trop demandé, c'est pas forcément possible. Mais, il y a un gros mais, vous devez suffisamment maîtriser chacun des grands sujets pour être capable de faire et de contrôler le travail. Je m'explique. Vous n'êtes pas obligé d'être un pro du digital marketing. Mais, si vous devez refaire faire votre site internet et que vous voulez sous-traiter sa fabrication, vous devez apprendre le langage minimum de ce que c'est qu'un site internet, de comment ça fonctionne et des éléments que vous voulez absolument qu'ils soient en place sur votre site internet pour que celui-ci fonctionne bien. Typiquement, je prends toujours l'exemple d'un chantier. Un site internet, c'est un chantier. Bon, vous n'êtes pas obligé de connaître par cœur le métier de l'électricien, du plombier, du chauffagiste, du maçon, du couvreur. Non, par contre, vous devez être l'architecte et le maître d'œuvre du chantier. L'architecte, parce que vous avez la stratégie et vous savez exactement ce qui doit être fait. Et le maître d'œuvre, parce que vous allez vérifier que ce que l'architecte a dit a bien été fait en bonne et due forme par les artisans. Si vous avez ce savoir-faire et que vous avez cette maîtrise, alors là, vous allez pouvoir sous-traiter de manière efficace. Et il en va de la même chose. C'est exactement la même chose avec votre comptabilité. J'ai aidé la semaine dernière un des élèves de la formation accélérateur O2Do qui malheureusement s'est fait avoir par son comptable et comme il n'avait pas le savoir-faire pour vérifier la comptabilité, il ne s'est pas rendu compte des erreurs du comptable. Résultat des courses, c'est lui qui paye la facture aujourd'hui parce que c'est une erreur du comptable, mais c'est son entreprise. Et s'il avait eu le soin d'entretenir ses savoir-faire au niveau comptable, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les chiffres, mais il faut sortir de sa zone de confort dans ce cas-là, eh bien, il aurait vu tout de suite qu'il y avait des choses qui clochaient et il n'aurait pas le problème dans lequel il est aujourd'hui. Mais ça, c'est vraiment important. Il faut continuer de se former et d'apprendre les savoir-faire. Et il y en a des nouveaux qui apparaissent. Vous imaginez bien qu'il y a 15 ans, un hôtelier, il n'avait pas besoin de connaître le marketing digital. C'est un truc qui est apparu et il a fallu apprendre. Et il faut continuer d'apprendre ça. Voilà un peu pour les savoir-faire sur lesquels repose la phase visible. Et alors la phase visible, pour vous résumer ça d'une manière qui est super simple, la phase visible, c'est l'histoire que vos clients vont raconter. C'est ce que j'explique toujours. On dit souvent que dans l'industrie du tourisme et de manière générale pour l'hôtellerie et l'hébergement, on vend de l'expérience. Je suis d'accord et je ne suis pas d'accord à la fois parce que si on vend quelque chose, le quelque chose qu'on vend, c'est les choses que les gens gardent. Or, les gens ne gardent pas l'expérience. Ce qu'ils gardent, ce sont des souvenirs. Ce qu'ils gardent, c'est l'histoire qu'ils vont raconter de l'expérience qu'ils ont vécue. Donc pour moi, ce n'est pas les expériences qu'on vend. C'est vraiment l'histoire que les gens vont raconter de l'expérience qu'ils ont vécue. Et il y a 3 cas de figure pour la face visible de l'iceberg. Soit ils ont une histoire extraordinaire à raconter de leur séjour chez eux. C'était fantastique, ils n'ont que des compliments à faire. Le nec plus ultra, génial. Soit ils n'ont rien à dire. C'était ni génial, ni catastrophique, c'était juste bien. Et sachez-le, quand c'est bien, les gens ne disent rien. En particulier les Français. Les Français sont avares de compliments. C'est bien, super. Ah oui, mais ça devrait être bien, donc c'est bien. Basta. Et puis alors, le cas de figure qui arrive malheureusement de temps en temps, c'était pas bien. Et là, ils s'en plaignent. Et il faut savoir que les gens se plaignent beaucoup plus de ce qui était pas bien qu'ils ne vont complimenter ce qui était bien. Donc quand quelqu'un est hyper satisfait, il va parler à 3-4 personnes de ce qui l'a rendu très satisfait, alors que quand il n'était pas satisfait du tout, il va parler à entre 7 et 9 personnes de ce qui l'a chagriné. Donc il faut le prendre en considération. Voilà un petit peu pour aujourd'hui, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pour information et pour ceux qui regardent soit le live, soit qui regarderont ça en replay, avec O2Do, c'est ça qu'on vous fait construire, c'est le palais. Donc on vous fait acquérir les stratégies, on vous les fait mettre en place, on vous fait travailler sur votre état d'esprit, on vous fait acquérir les savoir-faire qui sont nécessaires et on vous fait travailler sur l'amélioration de la phase visible
pour que vous ayez en entier tout le palais et que vous puissiez atteindre l'objectif qui est le Saint Graal, qui est d'avoir 80% de réservation directe et donc payer beaucoup moins de commissions aux agences de voyage en ligne. Et donc, pour ça, je sais qu'il y a plein d'entre vous qui me regardent en ce moment qui sont déjà élèves, donc vous pouvez discuter avec des élèves au dodo, il y en a plein là dans les commentaires, qui vous diront ce qu'ils pensent de la formation et si ça leur a apporté des choses. En tout cas, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur notre site internet. Il était ici tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous allez voir si je le mets tout en bas. Si, ça devrait aller. Donc, notre site internet, c'est www.ododo.io. Au dodo, c'est tout bête. Qu'est-ce qu'on va faire dans un hôtel? Qu'est-ce qu'on va faire dans une maison d'hôte? On va au dodo. Et oui, si vous avez des idées pour le nom de votre entreprise, demandez à vos filleuls. Ils ont plein d'idées comme ça. Et sur ododo.io, vous verrez, il y a un gros bouton orange en haut à droite. Et le gros bouton orange, c'est réserver un rendez-vous. Donc, vous cliquez sur le gros bouton orange. Vous allez voir qu'il y a un calendrier qui apparaît. Dans ce calendrier, il y a des dates avec des heures qui sont libres. Vous prenez un rendez-vous et vous allez pouvoir parler avec un de nos coachs. Et ce coach va vous aider à regarder où est-ce que vous avez des manquements. Hein. Il va faire un audit avec vous. Et il va aussi vous aider à comprendre si vous pouvez vous faire financer notre formation. Parce que comme on est data docké, vous pouvez vous faire, on est data docké depuis 1 mois et demi maintenant, donc tous les nouveaux élèves maintenant, vous pouvez vous faire financer notre package de formation et d'accompagnement par votre OPCO. OPCO, c'est opérateur de compétences. Et sachez en plus que tous les droits à la formation que vous avez cumulés en 2020, si vous ne les utilisez pas, vous les perdez. C'est triste, mais c'est comme ça. Hein, c'est un petit peu comme une nuitée. Une nuitée, une fois qu'elle n'a pas été vendue, elle est perdue à jamais. Et bien, c'est la même chose pour vos droits à la formation avec vos OPCO. Si vous n'utilisez pas vos droits à la formation en 2020, eh bien, les droits à la formation en 2020 ne sont pas cumulables avec ceux de 2021. Ils sont tout simplement et tout bonnement perdus. Ce qui est dommage. Donc, si vous voulez vous renseigner par rapport à ça, eh bien, prenez rendez-vous sur ododo.io. Vous cliquez sur réserver. Vous allez faire un rendez-vous d'audit avec un coach et il va vous expliquer tout ça. Alors, je regarde les quelques questions qu'il y a avant qu'on se quitte. Alors, Patrick, c'est bientôt, vont-ils nous prévenir? Moi, je n'ai rien reçu d'officiel. Alors, si Patrick, vous parlez d'Airbnb, vous pouvez... Je crois que ça a déjà été annoncé aux États-Unis et donc, comme d'habitude, hein, ça va glisser après chez nous en France, enfin en Europe. Frédéric, Airbnb. Les hébergeurs vont majorer leurs tarifs et les clients n'auront plus les frais ajoutés par Airbnb. Au final, ça ne changera pas grand-chose. Frédéric, je ne pense pas que vous soyez élève de la formation d'eau. Je ne me rappelle plus. Si c'est le cas, excusez-moi, c'est une boulette de ma part. Oui, ça change énormément de choses parce que si vous continuez, donc Airbnb va passer à 15%, vous pensez que ça va être un équilibre. C'est-à-dire que l'équilibre financier va se rééquilibrer. En fait, non. Parce qu'il y a un changement de perception de la part des clients. Avant, le client partageait avec vous les frais. Aujourd'hui, il ne les partage plus. Donc déjà, changement complet d'état d'esprit du client et donc d'attitude et de manière de se comporter avec les loueurs. Et ça change beaucoup de choses. Et de plus, on va rentrer exactement comme avec Booking. Booking, au début, c'était 8%. Tout le monde était super content. Et puis quand ils se sont rendus compte que c'était les big boss et que tout dépendait d'eux, bam, ils sont passés à 12, et puis bam, ils sont passés à 15, et puis bam, ils ont fait Booking Genius, et maintenant vous êtes à 17 sur leur taxe, etc. Donc attention. Quand des grands groupes comme ça, qui ont des milliards de dollars pour réfléchir à des décisions stratégiques, prennent des décisions stratégiques, c'est des décisions qui sont prises à leur intérêt, pas au nôtre. Soyez-en sûrs. Donc il faut vraiment aller un petit peu plus loin que ça. Valérie, pour l'état d'esprit, d'autant plus difficile quand on travaille seul. Par les temps qui courent, il faut s'accrocher, même quand on est d'une nature optimiste. Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut profiter de l'effet de communauté, s'entraider les uns les autres, hein, Valérie. Avoir le coaching, dès que vous avez besoin, il faut qu'on s'appelle, surtout quand il y a un petit coup de mou, là, que je vous rebooste, hein, c'est le but du jeu. Et puis profitez de cette communauté des élèves au dodo qui sont là, hein, sur le groupe qui est privé sur Facebook pour vous. C'est quand même génial et ça permet de s'entraider et de se remettre du baume au cœur quand on a un petit peu un coup de mou. Sophie, j'en profite. Quid du chèque numérique? Alors là, vous me posez une colle, je ne connais pas. Alors, j'ai un stylo, je note ça et je vais aller faire des recherches. Le chèque numérique. Alors ça, je ne connaissais pas.
Je vous répondrai. Je vous fais une réponse de politicien parce que je n'ai pas de réponse à vous donner. Patrick, il reste 3 semaines pour le droit à la formation, c'est chaud. Pour tous les futurs élèves, de toute façon, oui, il vous reste 3 semaines, mais à partir du moment où le dossier est fait avant le 31 décembre, c'est bon, c'est fait. Après, vous vous formez sur 2021, c'est la date de dépôt du dossier qui compte, pas la date à laquelle vous vous formez. Donc ça pose aucun problème. Sandrine, quel beau commercial. Merci Sandrine. Merci au dodo. Horaire du live impec. Ah bah cool. Il y a plein de gens qui m'ont dit que ça les emmerdait que ce soit à 14h15. Bon, mais j'essaie de trouver un moment où ça correspond à tout le monde. Merci Valérie pour le compliment. Marie-France, je pensais qu'on avait tout le temps pour la formation. Oui, vous avez tout le temps. La limite de temps c'est pour profiter des aides. En fait, il faut déposer les dossiers de financement avant la fin décembre. Mais après, vous avez tout le temps pour la faire. De toute façon, la formation, vous y avez un accès illimité dans le temps. Donc ne vous inquiétez pas. Jocelyne, chèque numérique ANCV. Ouais, alors ANCV, ça me dit quelque chose. Donc, je vais plancher sur le sujet et je ne m'interdis pas de vous faire une vidéo YouTube dédiée à ce thème-là une fois que j'aurai plus de connaissances sur le sujet. Stan, merci pour cela et ses conseils précieux. Eh bien, de rien Stan, j'espère que ton gîte tourne bien. Valérie, ANCV Connect via l'appli. Ok, bon, et ben je vais aller faire mes recherches là-dessus. Eh bien, merci à tous d'avoir été nombreux aujourd'hui. Voilà, petit live condensé, 1 heure, un petit peu plus d'1 heure. Je vous rappelle pour tous ceux du coup qui sont ici avec nous et qui ne sont pas encore élèves au dodo, d'abord profitez de tous les élèves qui ont commenté pour leur poser des questions. Prenez un rendez-vous d'audit avec un coach au dodo. Au dodo, l'accélérateur, c'est un package formation plus accompagnement pour vous aider à mettre en place les stratégies, le bon état d'esprit, les savoir-faire et la face visible. Et ça fonctionne super bien. Allez, je vous souhaite une agréable fin de journée. On est jeudi, il ne reste plus qu'1 jour avant le week-end. Profitez-en bien.